Eh bien, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes pour cette première qui veut essayer de répondre un petit peu à toutes les questions que les uns et les autres peuvent se poser. Je vous propose pour ce soir que l'on ait trois parties, en dehors du petit mot d'introduction que je vais essayer de faire rapidement. Tout à l'heure, Joël Lecoeur, expert comptable, pourra répondre à un certain nombre de questions concernant notamment le côté économique avec toutes les aides qui ont été mises en place et ce à quoi vous pouvez prétendre et dans quelles conditions. Ensuite, je ferai un petit point d'actualité parce qu'il y a des choses qui se mettent en place et c'est plutôt pas mal. Et puis, on fera une petite partie sur l'outil Mon Pharmacien qui suscite là aussi des questions. J'ai toute une liste de foires aux questions, c'est toujours les mêmes et effectivement, ça pose une petite question parce qu'on ne maîtrise pas complètement encore tout le sujet. En tout cas, pour vous dire, tout d'abord, la fierté qui est la mienne que d'appartenir à une profession qui fait face à cette période compliquée qui est la période de Covid. Les pharmaciens, tous les pharmaciens sont au front. Personne n'a répondu absent. Nous sommes tous là et on fait chacun à sa manière tout ce qu'on nous demande, des masques, de la soluté hydroalcoolique, l'émission, on y reviendra, y compris sur les violences conjugales, mais aussi, je vous dirai deux mots sur l'IVG à domicile. Enfin, vraiment, tout le monde fait tout ce qu'il faut pour que cette profession obtienne à nouveau ses lettres de noblesse. Et c'est grâce à vous que ce travail est fait. Et je vous en remercie. Et pour moi, c'est une fierté que de pouvoir, encore une fois, je le dis, exercer ce métier avec vous. Le champ des possibles est ouvert. Tout le monde parle du pharmacien. Nous sommes en première ligne. Peut-être qu'on ne parle pas assez de nous, mais il n'empêche que, y compris encore dans l'allocution du président lundi dernier, le pharmacien a été cité dans l'équipe de première ligne. À notre niveau, la période qu'on vit, c'est une période difficile. C'est une période chronophage, c'est une période ingrate, mais c'est sans aucun doute par là qu'il faut passer pour pouvoir obtenir tout ce que l'on peut espérer pour notre métier. Je vous invite donc à continuer, à tenir bon et à faire encore plus si cela était possible. Le 16 mars dernier, c'était le début du confinement. Un mois après, donc aujourd'hui, on est au milieu du gué et dans un petit mois, ce sera la fin progressive de ce confinement et la pharmacie doit encore une fois prendre toute sa place. L'URPS, à son niveau, a essayé d'apporter un certain nombre d'outils à votre service. L'outil Mon Pharmacien, qui à l'origine était prévu pour la gestion des gardes et l'information sur les gardes vis-à-vis du grand public, eh bien, il y a une partie pour la gestion des masques qui a été développée en moins d'une semaine et qui est aujourd'hui merveilleusement en route. Un chiffre pour vous convaincre s'il était besoin. Nous sommes plus de 3000, très exactement 3464 à être connectés sur les 3610 pharmacies de l'Île-de-France, c'est-à-dire qu'on est à 96% et je vous en remercie. Pour l'alcool et pour la solution hydroalcoolique, nous avons obtenu auprès de la société Terros, que je remercie très chaleureusement, et il serait bien que chacun et chacune d'entre vous puissiez lui remettre un petit mot et envoyer quelques photos pour motiver l'ensemble de l'équipe de ce don de 30 000 litres d'alcool qui a permis donc de faire des solutés hydroalcooliques et que je vous répète qu'il serait bon que l'on puisse, dans la mesure du possible, l'offrir aux professionnels de santé de premier recours et qui sont au premier rang. Voilà les quelques mots. Donc, je vais tout de suite laisser la place et la parole à Joël Lecoeur. Merci, Joël Lecoeur, de
nous accompagner encore une fois ce soir et de nous éclairer sur l'ensemble des aides qui aujourd'hui peuvent être utilisées par l'entreprise pharmacie. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Renaud et merci de m'avoir invité à ce webinaire. Donc effectivement, le contexte est anxiogène, hein, par rapport à ce que vous vivez tous les jours au comptoir. Et puis au-delà de la crise sanitaire, eh bien, par ricochet, cela devient une crise économique et il va falloir essayer de réagir par rapport à tout ça. Alors on a vu l'avant et l'après, hein, en termes de chiffre d'affaires. On a vu l'avant confinement, hein, où les chiffres d'affaires ont explosé. On a vu des progressions entre 25 et 30% sur les 15 premiers jours du mois de mars. Et puis, une fois le confinement arrivé, on a vu des baisses d'activité qui se confirment d'ailleurs sur le mois d'avril. Et donc, par rapport à cette baisse d'activité, quelles sont les mesures qui peuvent être prises? Donc, le gouvernement essaye par tous les moyens de combler ce souci économique par différentes mesures. Alors ces mesures, c'est pas facile parce que ces mesures, elles évoluent au fil de l'eau. Des modifications interviennent sans cesse, hein. On est arrivé devant le journal officiel pour suivre toutes ces évolutions. Donc on va essayer ce soir de vous éclaircir sur toutes ces dispositions, sachant que ce que je pouvais dire il y a une semaine est différent d'aujourd'hui et sera différent de demain, puisque toutes les mesures, encore une fois, évoluent au fil de l'eau. Donc baisse de chiffre d'affaires. Donc quelles sont les officines touchées? On le voit bien, ce sont essentiellement les pharmacies de passage, hein, qui sont très affectées. L'Île-de-France est assez touchée. Alors on sort au niveau du groupement CGP des statistiques tous les 15 jours pour voir un peu comment évolue l'activité. Et finalement, on se rend compte qu'elle est très liée par rapport à l'impact de la région. C'est-à-dire qu'une région qui est touché par le Covid aura une baisse significative de chiffre d'affaires par rapport à d'autres régions. À titre d'exemple, que ce soit le Grand Est, l'Île-de-France ou les Hauts-de-France, ce sont des régions beaucoup plus touchées en termes d'évolution d'activité que la Normandie dans laquelle je réside ou la Bretagne par exemple. Donc on voit bien qu'il y a une relation directe entre le poids du Covid dans chaque région par rapport effectivement à la baisse d'activité. Alors l'Île-de-France est forcément touchée encore un peu plus, puisque forcément on n'a plus de touristes qui visitent Paris. Et puis il y a beaucoup de Franciliens qui ont choisi de vivre le confinement hors de leur région. Donc effectivement, tout ça, ça impacte les chiffres d'affaires. Et donc on voit des baisses assez significatives pour les pharmacies intramuros au niveau de Paris, avec des baisses qui peuvent faire 40% de baisse d'activité. Donc on voit bien effectivement des problématiques indépendamment de chaque officine. Chaque officine est un petit peu différente. On voit des pharmacies de quartier qui arrivent à résister au niveau de leur chiffre d'affaires. Alors attention, le chiffre d'affaires, il faut toujours relativiser parce qu'on a l'effet des médicaments chers. Et qu'est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui? On voit plutôt une baisse de fréquentation assez significative et des chiffres d'affaires qui, bon, normalement, se tiennent, mais c'est lié surtout au fait que c'est surtout les chroniques, hein, qui visitent les pharmacies par rapport à leur renouvellement, donc avec des médicaments relativement chers. Donc, au-delà du chiffre d'affaires, il va falloir être vigilant à regarder aussi la marge commerciale qu'on peut sortir tous les mois ou tous les 15 jours par rapport à cette période de confinement. Donc l'objectif, ça va être quoi? Ça va être essayer de préserver sa trésorerie. Parce que ce que j'explique toujours à mes clients, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est le carburant de la voiture. Vaut mieux pour rouler, vaut mieux avoir le réservoir plein que le réservoir vide. Donc il faut essayer absolument de préserver sa trésorerie. Et donc comment on va préserver sa trésorerie? Donc il faut surtout solliciter votre expert comptable, hein, qui est à même de répondre bien sûr à toutes vos questions. Et la question de fond, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux accepter comme baisse de chiffre d'affaires sans mettre en péril la pérennité de la pharmacie, de ma pharmacie. Donc on va surtout regarder, d'essayer de déterminer ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le chiffre d'affaires minimum pour assurer l'ensemble de mes charges fixes. Alors les charges fixes, vous avez les frais généraux avec essentiellement le loyer. Vous avez le deuxième poste qui est important,
on officine les frais de personnel. Vous avez la rémunération, donc votre rémunération, la rémunération du pharmacien et ses cotisations sociales obligatoires, que sont la CAVP et l'URSSAF. Et puis, vous avez l'échéance d'emprunt, intérêt et capital. Et donc, il faut que ce chiffre d'affaires puisse couvrir l'ensemble de ces frais. Si effectivement ce chiffre d'affaires ne couvre pas l'ensemble de ces frais, eh bien c'est au détriment de ma trésorerie. Donc il va falloir regarder avec votre expert comptable quel est mon niveau de flottaison de chiffre d'affaires pour pouvoir couvrir l'ensemble de mes frais fixes. Alors effectivement, une pharmacie qui est désendettée aura moins de contraintes qu'une pharmacie endettée, et donc il va falloir essayer de caler tout ça. Alors pour faire de la trésorerie, il y a un premier aspect, c'est par rapport à vos achats. Donc au niveau des achats, je pense qu'il va falloir privilégier peut-être différer le direct. On va essayer de temporiser le direct. Si on peut décaler des livraisons, eh bien ça serait bien de décaler les livraisons et de travailler surtout avec le grossiste, même si on perd quelques pouillèmes de marge. Ça permet de sécuriser sa trésorerie. Donc tout ce que vous pouvez différer en termes d'achats directs, je pense qu'il faut le faire sur des achats qui ne sont pas nécessaires à la poursuite d'activité pendant cette période de confinement. Donc c'est le premier élément. Alors un autre élément aussi il faut être vigilant, c'est surtout le différé de facture, de repousser les paiements. Donc c'est vraiment une fausse bonne idée. Parce que si vous décalez vos paiements fournisseurs, on peut se retrouver avec un effet domino au niveau de l'économie en général. Et là, ça peut être la catastrophe, puisqu'on peut entraîner le fait de ne pas payer ses fournisseurs, on peut entraîner des déconvenus et puis des dépôts de bilan à répétition. Donc il faut essayer, dans la mesure du possible, d'honorer ses fournisseurs. C'est d'autant important que, si vous voulez, le crédit interentreprise, c'est-à-dire que ce que doivent d'une entreprise à l'autre, représente 700 milliards d'euros, c'est-à-dire 2 fois ce que l'État met sur la table pour garantir les prêts de trésorerie, puisque l'État garantit les prêts de trésorerie à hauteur de 300 milliards d'euros. Donc c'est vraiment important d'essayer de payer ses fournisseurs, et ça sera d'autant plus important que le jour où on sortira de cette récession et on sera en activité normale, on peut penser que certains fournisseurs seront réticents à accorder des délais de paiement, et on peut se retrouver dans des situations où il faudra peut-être régler les factures pro forma avant d'être livré pour prendre la marchandise. Donc ça va être important d'essayer d'honorer pendant cette période ces fournisseurs. C'est à mon avis un élément essentiel, et que de différer les paiements, c'est pas forcément la bonne solution, puisqu'on va droit vers une catastrophe économique. Donc surtout, le message à faire passer ce soir, c'est d'honorer ses fournisseurs et privilégier le grossiste pendant cette période. Alors il va falloir trouver le bon équilibre entre d'avoir un stock suffisant, d'essayer de pallier les pénuries, et dans le même temps d'essayer de gérer au mieux son stock et gérer au mieux ses dettes fournisseurs. Donc sur les achats, essayer autant faire se peut d'éviter cet effet domino qui peut être catastrophique pour tout le monde, et privilégier encore une fois le grossiste. Alors sur les frais généraux, on n'a pas trop de mesures possibles pour réduire les frais généraux, parce que vous l'avez compris, pour arriver à mon seuil de rentabilité, j'essaye de réduire mes frais. Les frais généraux pour les pharmacies qui sont en centre commercial, il peut être intéressant de se rapprocher de son bailleur pour essayer de négocier un moratoire sur le loyer, puisque les loyers peuvent être significatifs. Il faut savoir qu'il y a eu un accord qui est passé avec les organisations de bailleurs, notamment commerciaux, pour donner des délais de paiement auprès effectivement des commerçants dont font partie les pharmaciens. Donc là, c'est vraiment une relation avec le bailleur, et je veux dire, c'est un moratoire amiable. Il faut essayer de négocier, tout en sachant que vous savez que le fait de ne pas payer son loyer peut être une clause de résiliation de bail anticipée. Donc il faut être vigilant sur le loyer pour éviter de se retrouver dans une situation où mon bail fait défaut et plus de bail, plus de pharmacie, plus de licence, et adieu le prix du fonds de commerce. Donc soyez vigilants par rapport aux locaux. Les crédits baux, si vous avez des crédits baux, c'est assez simple de demander un différé d'amortissement de 6 mois d'échéance. Donc ça peut effectivement soulager
Surtout que si vous êtes équipé, par exemple, je pense à un automate qui peut coûter quand même quelques milliers d'euros par mois, et bien le fait de différer 6 mois, ça peut aider à passer le cap. Et puis enfin, tout ce qui est facture d'eau, d'électricité, gaz, il y a des possibilités d'étalement, mais simplement pour les pharmacies qui peuvent prétendre au fonds de solidarité. Donc ce sont des pharmacies de moins d'1 million d'euros, donc c'est pas toutes les pharmacies. Et puis les conditions sont assez contraignantes, on l'évoquera. Voilà pour les frais généraux. Les frais de personnel, c'est l'élément clé, hein, les frais de personnel. Donc c'est le gros poste, hein, puisqu'il représente à peu près ça l'entend de 10-11% du chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment sur un poste où on peut jouer, on peut jouer. Alors effectivement, on a une bonne nouvelle puisque initialement on ne savait pas si les professions libérales pouvaient bénéficier du chômage partiel. Il se trouve que les pharmacies peuvent bénéficier du chômage partiel. Alors le chômage partiel, il faut bien voir que l'objectif du chômage partiel, il peut être accordé que si j'ai une baisse notable du chiffre d'affaires. Alors baisse notable du chiffre d'affaires, c'est laissé à l'appréciation, hein, des uns et des autres, mais je pense qu'il faut que la baisse de chiffre d'affaires soit significative. Je pense qu'il faut qu'elle dépasse 20%. Au-delà de 20% de baisse de chiffre, je pense qu'on peut faire jouer le chômage partiel. Alors le chômage partiel, il est fait surtout pour éviter des licenciements économiques. Et donc dans ce cadre, c'est surtout d'éviter des ruptures de contrat. Donc il faut vraiment se mettre en situation ou être dans une situation où j'ai l'obligation, entre guillemets, de faire un licenciement économique. On sait la difficulté à licencier de façon économique. Donc, il faut que je me retrouve un petit peu dans la même situation. Donc là, encore une fois, il faut être vigilant, il faut solliciter votre expert comptable pour regarder quel est, on va dire, le niveau nécessaire de baisse d'activité pour pouvoir prétendre au chômage partiel. Alors une entreprise qui ferme complètement, ben là il n'y a pas de souci. Par contre, quand on a une baisse de chiffre d'affaires, il faut essayer d'apprécier. Sachant qu'on peut penser qu'aujourd'hui la Directe accorde de façon assez souple le chômage partiel, mais on peut s'attendre à des contrôles ultérieurs. Alors le chômage partiel, il a l'avantage que dans le cadre effectivement d'une baisse d'activité, l'État prend en charge le coût des heures chômées. Et donc le principe, il est relativement simple. Vous demandez à bénéficier du chômage partiel auprès de la Directe, et donc vous déterminez un volume d'heures prévisionnel. Ce volume d'heures prévisionnel, il peut aller jusqu'à 1607 heures par salarié par an. Et donc on fait le calcul. Sur cette période, il faut une période suffisamment longue. Donc là aussi, il faut se mettre en situation où la reprise économique ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc je conseille de viser assez loin, sachant que ce ne sont que des prévisions. Et vous pouvez très bien, en cours de route, demander aux personnes de revenir travailler. Et donc sur votre bulletin de salaire, il y aura 2 lignes. Il y aura une ligne pour les heures travaillées et vous aurez une ligne pour les heures chômées. Donc les heures chômées sont indemnisées sur une base de 70% du salaire brut du salarié. Alors c'est pas tout à fait le salaire brut, c'est la même base que pour les congés payés. Donc les primes et autres ne rentrent pas forcément dans le calcul. Et donc l'État vous indemnise jusqu'à 4,5 fois le SMIC. Donc là, on n'a pas de souci, même pour les adjoints. L'État prendra en charge le 100% des heures chômées, puisque même un adjoint, il n'est pas à 4,5 fois le SMIC. Donc c'est une mesure qui permet effectivement de réduire le temps de travail, et puis l'État prend le complément. Donc ces heures chômées, elles sont indemnisées à peu près 70% du brut, qui fait environ 84% du net. Et ces heures chômées peuvent être aussi indemnisées à 100% si les heures chômées servent à faire de la formation continue. On peut très bien imaginer que pendant ces heures chômées, le salarié de chez lui peut très bien faire du e-learning en termes de formation. Et dans ce cadre, il est rémunéré 100% et l'État prend en charge. Et donc, ça peut être intéressant, notamment dans un programme de formation pour l'occuper, même s'il n'est pas à l'office. Donc, le salarié, forcément, perd un peu en termes de rémunération. Vous avez aussi la possibilité de verser un complément de salaire pour lui maintenir sa rémunération nette. Et l'intérêt de ce complément de rémunération est exempt également de charges sociales. Ce qu'il faut savoir, c'est que les heures chômées ne sont pas soumises à charges sociales, comme le complément de salaire, si vous décidez de faire le complément. C'est vraiment
à regarder. Sur les salariés, d'autres mesures qui peuvent être faites. Vous avez entendu parler de la prime Macron. Donc la prime Macron qui pouvait être versée l'année dernière peut être également versée cette année. Les mesures ont été assouplies puisque aujourd'hui, sans accord d'entreprise, puisqu'initialement il fallait un accord d'intéressement, vous pouvez verser jusqu'à 1 000 € par salarié. Et donc cette prime doit être versée éventuellement avant le 31 août, avec l'avantage que elle ne subit pas de charge sociale, elle ne subit pas d'impôt sur le revenu. Alors si vous avez mis du personnel en chômage partiel, ça peut être un moyen indirect de compléter la rémunération par l'intermédiaire de la prime Macron, et compte tenu de cette période anxiogène, de récompenser le personnel dans cette activité qui est difficile, ça peut être effectivement une solution. Donc, cette prime devait être versée avant le 30 juin, ça a été reporté au 31 août, donc à pas négliger également. Autre mesure qui a été prise au niveau des salariés, c'est la prise de congé pendant la période de confinement. Donc vous pouvez demander à vos salariés de poser des congés pendant la période de confinement, et même des congés d'avance à hauteur de 6 jours. Par contre, ça nécessite un accord d'entreprise avec la ratification par les 2/3 des salariés. Vous pouvez très bien imaginer de dire, écoute, voilà, pendant la période de confinement, vous posez 1 ou 2 journées par semaine, et donc c'est des congés qui ne seront pas prises plus tard, mais au moins ça permet également aussi de maintenir la rémunération. Donc la prise de congé pendant la période de confinement, ratification par les 2/3 des salariés, ou si vous disposez un CSE, un comité social et économique, si vous dépassez les 10 salariés, eh bien, c'est un accord d'entreprise. Donc là aussi, sollicitez votre expert comptable pour effectivement conclure cet accord si nécessaire. Autre élément aussi par rapport aux salariés, la prise de RTT. Donc si vous avez un accord d'entreprise avec des RTT, c'est surtout réservé aux plus grosses officines. Eh bien, en tant qu'employeur, vous pouvez imposer jusqu'au 31 décembre 2020 la prise de 10 jours de RTT à l'initiative de l'employeur, sans aucun formalisme, simplement un délai de prévenance d'1 journée. Donc là aussi, si dans votre officine vous avez mis en place les RTT, eh bien, vous pouvez imposer les RTT pendant cette période de confinement. Enfin, l'arrêt maladie. L'arrêt maladie, certains salariés ont pu se mettre en arrêt maladie, notamment par rapport aux gardes d'enfants, par rapport aussi aux personnes qui sont exposées bien sûr par le Covid, et les personnes classées à risque, suivant la liste qui a été prédéfinie. Eh bien, ces personnes qui sont en arrêt maladie donc sont indemnisées directement par la sécurité sociale à hauteur de 50% au niveau de la sécurité sociale. Et la bonne nouvelle, c'est que vendredi dernier, il y a une commission mixte paritaire qui s'est réunie entre vos syndicats d'employeurs et de salariés, et un accord est en train d'être signé. Il n'est pas encore signé, mais ça va être dans les prochains jours, de permettre effectivement que vous ayez la couverture de prévoyance et santé couvre le maintien de la rémunération. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis il n'y aura pas effectivement la carence de 3 jours, c'est-à-dire que le régime de prévoyance, Clésia ou Abgis, suivant vos choix de cotisation prévoyance, eh bien, couvrira la rémunération à compter du premier jour d'arrêt. Il n'y aura pas les 3 jours de carence, et donc il y a un alignement sur le régime sécurité sociale pendant toute la période de crise sanitaire. Donc ça, c'est plutôt une bonne mesure. Donc on attend dans les prochains jours la signature de cet accord de branche au niveau de votre profession. L'URSSAF. Donc l'URSSAF, vous pouvez décaler le paiement des cotisations sur les salaires. Vous pouvez décaler jusqu'à 3 mois. Donc là aussi, il suffit de solliciter votre expert comptable pour mettre votre DSN, votre déclaration sociale nominative, à 0 pendant les 3 prochains mois. Donc pour l'instant, ce n'est qu'un report, mais on peut légitimement penser que certains reports finiront par des remises totales ou partielles, puisque tout va dépendre un petit peu de la reprise économique
par rapport à cette période de confinement. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur toute la partie sociale de l'officine par rapport effectivement à la masse salariale. Alors ensuite, on a des mesures par rapport aux pharmaciens proprement dit, aux titulaires de l'officine, des mesures fiscales et sociales. Donc, effectivement, en tant que pharmacien titulaire, vous ne bénéficiez pas de l'activité à temps partiel, vous ne pouvez pas bénéficier du chômage partiel. Votre couverture de prévoyance ne fonctionnera pas ou elle fonctionnera uniquement si vous êtes vous-même atteint du Covid. Auquel cas, bien sûr, vous êtes pris en charge par votre régime de prévoyance. Donc, vous avez deux choses. Vous avez les cotisations sociales TNS, vos cotisations obligatoires, que sont l'URSSAF et la CAVP. Donc, l'URSSAF a pris les devants, puisque l'URSSAF vous a déjà accordé des annulations, des reports de charges sociales, puisque l'échéance normalement qui arrivait le 20 mars ou le 5 avril n'a pas été prélevée, et celle du mois prochain prendra le même biais, donc, et toutes ces charges vont être réétalées entre le mois de mai et le mois de décembre. Donc là, l'URSSAF a pris les devants, il n'y a pas besoin de faire de demande, c'est fait automatique. Ils vont regarder vos relevés bancaires, normalement, vous n'avez pas bénéficié vous n'avez pas été prélevé de l'URSSAF. La CAVP, jusqu'alors, la CAVP n'avait pas pris de disposition particulière et elle a pris une disposition particulière lors de son conseil d'administration du 6 avril, donc, qui n'est pas très vieux. Et donc, la CAVP reporte également les prélèvements des 2 mois prochains, donc le mois d'avril ainsi que le mois de mai. Et donc, la cotisation d'avril sera prélevée au mois de septembre et la cotisation du mois de mai sera prélevée au mois de novembre. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle au niveau de la CAVP, puisque jusqu'alors, la CAVP avait pris position uniquement pour les pharmaciens biologistes du fait de la baisse d'activité qu'a connue la biologie plus rapidement que la pharmacie. Enfin, vous avez les lois Madelin. Si vous souscrivez à une cotisation retraite Madelin pour compléter votre retraite, eh bien, vous savez que vous avez un rapport de 1 à 10 dans un contrat Madelin, dont vous pouvez réduire de quasiment 90% de votre cotisation temporairement si vous avez besoin de dégager des sommes par rapport à cette loi Madelin. On peut reporter ou réduire, moduler les prélèvements et les cotisations sociales. Bon, ça peut être temporaire en attendant des jours meilleurs. Au niveau du pharmacien, une dernière possibilité, c'est le fonds de solidarité. Alors, le fonds de solidarité, il s'adresse aux entreprises de moins d'1 million d'euros. Les pharmacies de moins d'1 million d'euros peuvent être concernées. Moins de 10 salariés, donc en pharmacie, avec une pharmacie de moins d'1 million d'euros, il n'y a pas de souci, vous rentrez dans les clous. Par contre, il faut que le bénéfice ne dépasse pas 60 000 euros. Et là, effectivement, ça nous pose problème puisque c'est le bénéfice avant impôt sur les sociétés et avant rémunération du pharmacien titulaire. Donc, à titre d'exemple, au niveau de mon cabinet, dans les clients que je suis, j'ai pas un pharmacien qui rentre dans les cases. Il faut faire moins de 60 000 euros de résultats. Et autre mesure, il faut que le chiffre d'affaires du mois de mars 2020 soit inférieur au mois de mars 2019. Et on sait qu'avec les jours d'avant le confinement, généralement, on est sur un chiffre d'affaires positif. On verra sur le mois d'avril si des pharmaciens sont concernés, mais pour ça, il va falloir faire moins de 50% du chiffre d'affaires du chiffre d'affaires d'avril 2020 par rapport à 2019. Donc, on espère ne pas être à ce niveau-là. Donc, voilà les mesures par rapport à la rémunération et aux cotisations. Et donc, si vous êtes amené à baisser votre rémunération, eh bien, vous pouvez aussi moduler votre taux d'imposition au niveau du prélèvement à la source. Donc, soit vous modulez le taux d'imposition, soit vous pouvez proroger jusqu'à trois échéances mensuelles si vous êtes mensualisé. Si vous êtes au trimestre, vous pouvez différer un trimestre sans aucune pénalité. Donc ça, c'est aussi une mesure faite auprès de l'administration fiscale pour essayer de passer ce cap. Enfin, pour l'aspect trésorerie, il y a un point important et à mon sens qui est la chose à utiliser en premier, c'est le différé des échéances d'emprunt. Donc, si vous êtes endetté au sein de la pharmacie,
eh bien, vous pouvez solliciter votre banquier pour obtenir 6 mois de différé d'amortissement. Alors, ces 6 mois de différé concernent uniquement le capital, hein. Vous avez toujours à payer les intérêts d'emprunt ainsi que l'assurance, hein, pour pouvoir être couvert en cas de décès. Et donc, ces 6 mois d'échéance, vous pouvez soit au bout de 6 mois, vous apercevoir que ça va bien, vous les paierez en bloc, hein, dans 6 mois, si vous avez la trésorerie pour le faire. Vous pouvez éventuellement réétaler ces 6 mois sur la durée restante du crédit. Ça, c'est une négociation avec votre banquier. Ou la troisième hypothèse, c'est de pouvoir reporter de ces 6 mois d'échéance pour à la fin du crédit. Donc, ça veut dire de rallonger la durée du crédit de 6 mois. Donc, en fonction de la situation de chacun, il faudra adapter la situation par rapport à chaque cas. Donc, je pense que c'est l'une des premières mesures à faire si on a de l'endettement au sein de l'officine. Ça peut permettre d'absorber, à mon avis, entre 15 et 20% de baisse de chiffre d'affaires pendant quelques mois. C'est une mesure, à mon avis, à prendre. Enfin, c'est le conseil que je donne. Alors, effectivement, c'est pas gratuit. On continue à payer les intérêts, hein. Les intérêts sont à payer, mais bon, ça peut permettre de soulager. Et puis, si ça ne suffit pas, dernier point, et c'est malheureusement des prêts qu'on fait pour des activités complètement arrêtées, hein, des activités, on n'a pas du tout de chiffre d'affaires, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, que ce soit chez les chirurgiens dentistes, hein, on a pas mal de demandes, on a fait pas mal de demandes. C'est le prêt de trésorerie garanti par l'État. Donc l'État a mis en place un système où l'État garantit le prêt de trésorerie. Alors ce prêt de trésorerie, il peut représenter jusqu'à 25% de votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire 3 mois de chiffre d'affaires. Et donc le principe, c'est un emprunt avec un différé d'amortissement de 12 mois, c'est-à-dire que pendant 12 mois, vous ne payez que des intérêts, et au bout des 12 mois, soit vous avez la trésorerie suffisante, et bien vous pouvez rembourser au bout des 12 mois, ou soit vous pouvez rembourser sur une durée de 1 à 5 ans. Et donc le taux, il sera progressif en fonction de la durée utilisée, la durée que vous utiliserez, vous déciderez que dans 5 ans, que dans 1 an, et donc avec une durée maximum de 5 ans. Donc là, c'est vraiment pour compenser, on va dire, le manque de chiffre d'affaires pour maintenir effectivement un niveau de trésorerie suffisant pour pouvoir fonctionner. Donc c'est la dernière mesure, et donc l'État s'est engagé à garantir 300 milliards d'euros de ce type de prêt, hein, ce prêt de trésorerie garanti par l'État. Alors c'est presque pas forcément systématique. Alors ça dépend de la situation, hein, c'est comme tout, on prête souvent aux riches, hein, c'est toujours ce qu'on dit. Si vous avez une cotation Banque de France à 5+, il n'y a aucun problème. La banque vous prête, on n'a même pas besoin, avec le dernier bilan, ça suffit, on n'a même pas besoin de faire de budget de trésorerie de 6 mois et choses comme ça. Là, il n'y a aucun problème. Quand on a des dossiers un peu plus tendus, eh bien, normalement, la banque doit répondre en 7 jours. On essaye de tenir les délais, mais on voit que c'est un peu compliqué. Et si jamais vous avez un refus de ce prêt de trésorerie, eh bien, le réflexe, c'est de saisir immédiatement le médiateur du crédit. Alors, le médiateur du crédit, il est logé à la Banque de France, hein, donc il faut le saisir pour trouver une médiation avec votre banquier pour obtenir ce prêt de trésorerie s'il est nécessaire, malgré toutes les autres mesures que vous avez prises. Donc voilà en gros toutes les pistes économiques pour combler ce manque d'activité. Donc l'objectif, hein, c'est bien sûr d'essayer de maintenir une trésorerie à flot. Donc, en fonction de la situation de chacun, eh bien on adapte les solutions. Pour les pharmacies endettées, encore une fois, le report de 6 mois peut déjà résoudre une bonne partie du problème, donc il ne faut pas hésiter à solliciter son banquier. Donc voilà, rapidement brosser en une petite demi-heure le tour des actions à entreprendre pour trouver des solutions par rapport à ce manque d'activité. Eh bien, mon cher Joël, merci. Merci de cette large éventail et ce résumé rapide, évidemment, de l'ensemble des actions que
les pharmaciens seront, si besoin, en mesure de mettre en place. Et évidemment que les cabinets comptables et vous-même, vous êtes disposés à apporter sans aucun doute des éléments complémentaires. Si on n'est pas là dans cette période, on ne sera jamais là. C'est comme vous au comptoir. Hein. Si vous n'êtes pas là pendant cette période, vous ne serez jamais là. Donc on est bien sûr, disposé à traiter et beaucoup de sollicitations, bien évidemment. Alors, je crois qu'il y a aussi un petit mot sur les assurances. Oui, alors sur les assurances, oui, alors il n'y a pas de couverture, pas d'exploitation, hein, puisque effectivement la pandémie n'est pas couverte par les contrats d'assurance en responsabilité civile professionnelle. Donc ça, effectivement, les assureurs vont pas forcément vous indemniser de la perte d'exploitation, hein, puisque dans votre contrat de RCP, de responsabilité civile professionnelle, vous êtes couvert de la perte d'exploitation. Eh bien, pendant la période de pandémie, enfin la pandémie n'est pas assurable. Donc là, effectivement, au niveau de l'assurance, il n'y aura pas de couverture par l'assurance. Par contre, point important, mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout l'assurance du prêt. Hein, surtout, même si vous reportez 6 mois d'échéance, réflexe de prévenir son assureur. Alors, si l'assurance est faite auprès de la banque, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous avez une délégation d'assurance par un organisme extérieur, il faut surtout prévenir son assureur. Et surtout, si vous reportez ces échéances à la fin du crédit, et bien surtout, il y aura une modification à faire au niveau de l'assurance, puisqu'il faudra proroger la garantie de 6 mois. Donc ça, c'est important de toujours payer son assurance décès, parce qu'en cas de pépin, si vous ne payez pas l'assurance, eh bien, vous ne serez pas couvert. Merci pour tout ça, merci beaucoup. Alors, quelques mots peut-être de l'actualité. Je vais commencer, si vous me le permettez, je pense que ça peut être intéressant. Tous les jours à 13 h, il y a une réunion téléphonique pour avoir l'ensemble des chiffres qui sont remontés au niveau de l'ARS. Et aujourd'hui, les chiffres sont plutôt encourageants. On est à un nombre de décès en Île-de-France de l'ordre de 3700 et qui se stabilise. Les retours à domicile, par contre, sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, on était à 2440 retours à domicile. Les hospitalisations, on est à 2630 hospitalisations, donc en forte baisse. Les lits de réanimation se libèrent de plus en plus, puisque aujourd'hui, on a de disponibles en lit de réanimation 217 lits en réanimation avec respirateur et 149 sans respirateur. Et il y a des lits de Covid moins qui se mettent en place. Quelques chiffres, le SAMU est à moins 8% de contacts. Donc tout ça, ça veut dire que cette pandémie commence à donner des signes qui sont des signes au moins de stabilisation, ce qui est une bonne chose. Des chiffres sur les départements, il y a une diminution du nombre d'hospitalisations sur Paris et le 92, donc ce qui est quand même une bonne chose. Par contre, alors Paris, c'est aux alentours de 800 et le 92, 430. Pour la Seine-et-Marne, on est à 200, les Yvelines à 180, l'Essonne à 240, la Seine-Saint-Denis à 240 aussi, le Val-de-Marne à 320 et le 95 à 180. Voilà, quelques chiffres. Tous ces chiffres sont effectivement suivis tous les jours. Il y a des centres Covid avec une cartographie qui peut vous être envoyée, mais par contre, attention, les centres Covid, la doctrine, c'est absolument avoir un avis médical avant d'envoyer les personnes au centre Covid. Et il y a encore 20% des personnes qui sont adressées par les pharmaciens sans passer par la case médecin, et ce qui est
embêtant et pour eux et pour évidemment les accueillants dans les centres Covid. Vous parlez quelque peu de l'actualité. Dans l'actualité, aujourd'hui, enfin hier, l'arrêté pour la dispensation de médicaments pour l'IVG après une téléconsultation est sorti avec une dispensation selon la date de grossesse de 2 ou 3 boîtes de médicaments, accompagnée d'une rémunération spécifique de 4 € en plus, et le tout a passé avec une codification PMR, préparation magistrale, et sans identification de la personne, puisque c'est anonyme et que par les temps qui courent, effectivement, c'est des choses qui arrivent. Vous dire aussi à quel point le pharmacien est au centre, vraiment au centre des préoccupations aujourd'hui, puisque y compris le ministère de l'Intérieur, vous le savez, a demandé aux pharmaciens de pouvoir suivre notamment les cas de violence conjugale ou à domicile vis-à-vis des enfants, etc. Et là aussi, je vous invite à bien afficher les éléments que vous trouverez notamment sur le site de l'Ordre, mais aussi sur le site des syndicats, de façon à accompagner les patients. C'est vrai que l'occasion de passer à la pharmacie peut être pour la personne maltraitée un moment où cette personne pourra s'exprimer un petit peu différemment. Et on voit tout de suite que la pharmacie va bien au-delà de la santé pure. On est bien la proximité, on est bien les personnes de confiance, et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Vous dire, je reviendrai sur les disques tout à l'heure, les masques, pardon. Il y a un sujet que l'on essaye de défendre aujourd'hui, et je suppose que dans toutes vos officines, vous voyez ça. Il y a de plus en plus de personnes, notamment des personnes âgées ou des personnes avec des pathologies chroniques lourdes, qui demandent une dispensation à domicile. Je parle bien de dispensation à domicile, parce que pour moi, c'est pas la livraison à domicile qui a de l'importance, c'est la dispensation, parce qu'au même moment, on peut avoir quelques informations sur les personnes que l'on voit. Déjà, de visu, on arrive à voir dans quel état ils se trouvent, poser quelques questions sur l'observance, poser quelques questions sur l'état de santé général, et aussi donner peut-être quelques conseils, notamment pour les personnes qui ont des traitements lourds et qui peuvent décompenser, leur rappeler qu'il est toujours possible d'appeler son médecin, et si le médecin traitant n'est pas joignable ou n'est pas disponible, il peut y avoir un accès à un médecin qui pourra accompagner. Il faut vraiment tout faire pour ne pas avoir cette deuxième vague sans doute de mortalité qui serait due notamment à la décompensation d'un certain nombre de maladies chroniques. Vous dire un mot sur le plaquenil et l'azithromycine. J'ai posé la question, et à aujourd'hui, je n'ai pas encore de retour, bien précis, notamment sur l'azithromycine. Le plaquenil, la dispensation, l'obtention du plaquenil, à un moment, c'était uniquement sur un téléphone ou un fax auprès de Sanofi. C'est revenu chez les répartiteurs, et les pharmaciens reçoivent les quantités habituelles de plaquenil qu'ils avaient auparavant, avant la crise, c'est-à-dire aux alentours du mois de janvier ou du mois de février, quasiment de façon automatique. Si ce n'est pas le cas, il faut en demander, pour que toutes les personnes avec des polyarthrites rhumatoïdes, avec le lupus et d'autres pathologies qui sont soignées avec le plaquenil puissent continuer à l'être, et surtout, ne pas dispenser il y a encore beaucoup d'ordonnances, en tout cas moi j'en vois, du traitement miracle du professeur Raoult, qui peut-être viendra un de ces jours en ville, mais qui aujourd'hui n'est pas à ce point, et que je vous invite vraiment à respecter cette consigne-là.
Donc, la dispensation à domicile, je reviens dessus parce que pour moi, c'est un vrai sujet. C'est le rôle du pharmacien. Personne d'autre que le pharmacien ne peut avoir cette dispensation à domicile. Et encore une fois, ce n'est pas la Poste ou je ne sais trop quel autre organisme qui pourra faire ce travail à notre place. Je reviendrai sur les masques tout à l'heure. Un mot sur les tests. Alors, le président de la République l'a annoncé. Il semblerait que les tests PCR qui sont donc nasopharyngés et qui recherchent la présence réelle du virus sont de plus en plus nombreux, notamment en EHPAD. Par contre, aujourd'hui, nous n'avons aucune espèce de validation sur les tests sérologiques, c'est-à-dire les TDR, mais nous nous battons les uns et les autres, et je crois que la pharmacie doit absolument se positionner sur l'accompagnement des patients en sortie de confinement pour identifier les patients qui seront immunisés, en tout cas pour un temps, et les autres. Toutes les dispositions qui a eu notamment avec une notion de constitutionnalité, je ne sais trop quoi, peu importe, qui avait été ramenée au 16 avril, sont reportées au 31 mai. Donc, vous pouvez renouveler dans les conditions que vous connaissez pour les patients chroniques, y compris avec des prescriptions qui ne sont plus à jour. Évidemment qu'il serait bon, si on peut, d'en avertir le médecin. Et si vous voyez quelque chose qui attire votre attention, surtout faire en sorte que le patient puisse revoir son médecin. La soluté hydroalcoolique, donc je vous ai dit 30 000 litres d'alcool ont été offerts par la société Terros. L'URPS pharmacien a pris en charge toute la logistique pour que vous ayez ces produits et cet alcool 96 degrés, attention à la formule OMS, dans vos officines, et c'est une bonne chose. Les prix sont encadrés et vous savez qu'il y a un coefficient multiplicateur pour les solutés hydroalcooliques de façon à ce qu'il y ait une vraie différence entre le gel ou soluté industriel et celui qui est fait en pharmacie. Je rappelle que si vous rachetez soit du gel, soit des solutés en gros volume, c'est le prix imposé qui s'applique et non pas le prix avec le coefficient. Ce ne sont que les préparations que vous faites en officine qui pourront bénéficier de ce surcoût de 1,5 ou 1,3 en fonction du volume. Voilà. Le Plaquenil, je vous en ai parlé. Les renouvellements, je vous en ai parlé. Alors, quelques questions, notamment si un de vos salariés est atteint par le Covid. Évidemment que c'est 14 jours d'isolement. Évidemment que l'ensemble des professionnels qui travaillent dans une pharmacie ont droit et on fait partie des 3 cas où le test PCR est autorisé. Le premier pour les professionnels de santé qui présentent des symptômes, mais toujours sur prescription médicale. Donc, on n'y va pas directement. On appelle le médecin, on a une prescription et on y va. Concernant les gardes d'enfants, de la même manière, tous les professionnels de santé, à partir du moment où il n'y a pas d'autres moyens, évidemment, il y a la possibilité, et c'est organisé au niveau de chaque commune, soit en crèche, soit en maternelle, soit en primaire, de façon à ce que les collaborateurs et les collaboratrices, quel que soit leur titre et leur diplôme, puissent bénéficier de cette offre. Alors, de temps en temps, il n'y a pas de repas, mais on peut se débrouiller. Voilà. Alors, peut-être quelques mots sur les masques. Vous avez reçu sans doute, comme moi, le DGS Urgence, et il y a, semblerait-il, une discordance entre le DGS Urgence et la réalité sur le terrain.
Celui que j'ai reçu hier au soir dit que l'on aura exactement la même dotation que la semaine dernière, c'est-à-dire des masques chirurgicaux et a priori pas de masques FFP2. Sauf que mes contacts avec les répartiteurs ont l'air d'infirmer ce que je viens de dire, puisqu'on m'a parlé d'une attente de masques FFP2. Vous savez que c'est 18 masques, tout compris, pour les médecins, les infirmiers et les biologistes, quelle que soit la spécialité du médecin. Et à partir du moment où le médecin est en capacité de vous prouver qu'il a un numéro RPPS et qu'il est inscrit à l'ordre, eh bien, je sais qu'il y a des questions qui se posent, mais par contre, qu'il exerce en ville, je sais qu'il y a des questions qui se posent, notamment sur des médecins retraités. Et ben, la règle, c'est que, ben voilà, ils y ont droit. Ça, c'est la problématique des masques. Sinon, c'est 18 aussi en pharmacie, et il y a bien sûr pour tous les professionnels, et il n'y a pas de différence entre les préparateurs et les pharmaciens. Nos préparateurs ont droit à des masques. Alors, évidemment que si on se sert en premier, il n'en restera pas beaucoup pour les autres. Donc, il est logique, et je suis sûr que tout le monde le fait, d'être raisonnable quant à la dotation pour tout le monde. Est-ce qu'on a vraiment besoin de 3 masques par jour? À ce moment-là, il faut se poser la question. Voilà pour ça. Je vous ai parlé donc de l'actualité. Si, donc dans l'actualité, il y a, je vous l'ai dit, la dispensation à domicile et cette dispensation pour l'IVG. Alors un mot peut-être sur, enfin quelques mots sur mon pharmacien. Mon pharmacien donc a proposé et on l'a mis en route très rapidement, en moins d'une semaine, je vous l'ai dit, un outil qui aujourd'hui est absolument formidable. Pour vous donner les derniers chiffres, je crois qu'on est à 23 000 demandes aujourd'hui sur mon pharmacien. C'est l'outil qui aujourd'hui, sur la région d'Île-de-France, a été autorisé par la CNAM. C'est le seul outil que l'on devrait utiliser parce que évidemment que si on en utilise plusieurs, il peut y avoir des petits malins qui vont aller jouer sur les uns et les autres, et il me semble qu'il y va de notre responsabilité et de notre solidarité que d'être particulièrement garant. Il y a 2 autres outils qui ont été développés par les professionnels de santé, GoMask en PACA et Distri Mask dans l'Est. Eux aussi, c'est les outils qui sont préconisés par la CNAM dans ces régions-là, pour la gestion des masques. Toutes les autres régions utilisent l'outil de la CNAM, qui d'ailleurs est pas mal fait. Si on n'avait que des outils comme ça avec la CNAM, notamment pour les entretiens pharmaceutiques ou le bilan partagé de médication, je crois que ça nous faciliterait pas mal la vie. L'outil est pas mal fait du tout, mais étant donné qu'on était prêt avant eux, donc il y a eu un accord entre la CNAM et ces 3 régions. Donc l'avantage, en plus d'utiliser cet outil, c'est que vous n'avez plus à envoyer quelques documents que ce soit, ni à votre répartiteur, ni à la caisse primaire d'assurance maladie. Donc tout ça, c'est l'outil Mon Pharmacien qui le fera à votre place. J'insiste sur le fait qu'il est absolument important de l'utiliser. Dites-le et dites-le autour de vous. Il y va des contrôles qu'il y aura après coup, et que si on n'arrive pas à justifier de façon claire comment est-ce qu'on a distribué ces masques, eh ben on aura des problèmes à gérer par la suite. Un mot sur les masques alternatifs. Ça fait plusieurs fois qu'on pose la question. Aujourd'hui, il y a la norme AFNOR, mais la norme AFNOR, non seulement la couture, identifie et impose une règle sur les coutures, mais aussi sur la qualité du tissu. Parce que si on a un masque qui n'arrête rien et qui est lavé en plus de ça régulièrement, ça pose un problème. Un certain nombre de communes, dont Paris, commencent à réfléchir très sérieusement à la distribution des masques alternatifs, et notamment par les pharmaciens. À aujourd'hui, je vous rappelle que ça ne fait pas partie des produits que l'on peut commercialiser, mais commercialiser
contre une valeur marchande ou commercialisé parce qu'on l'a donné. Ben, notre responsabilité est engagée. J'attire votre attention sur ce sujet et je crois qu'il n'est pas bon tant que la doctrine n'est pas sortie et tant que ce n'est pas validé qu'on se donne à ce type de jeu. Ceci étant dit, je crois que c'est la pharmacie qui devra avoir demain cette distribution des masques au grand public. Donc, on vous tiendra au courant. Vous recevez suffisamment de mails, sans doute même peut-être beaucoup, mais vaut mieux avoir trop de mails que pas assez pour que vous soyez au courant de tout. Alors, des questions qui reviennent très souvent sur Mon Pharmacien. Alors, le principe de l'outil Mon Pharmacien, notamment pour la distribution des masques, vous avez deux parties. Vous avez une partie professionnelle où le professionnel va s'inscrire et se rattacher à une seule pharmacie. Pourquoi? Tout simplement pour éviter qu'il y ait, encore une fois, de la redondance et qu'il y ait un jeu de dupes de personnes qui vont prendre plus que de nécessaire des masques qui leur est, entre guillemets, octroyés par individu. On est en pénurie de masques. On a fait un sondage la semaine dernière sur la quantité de masques. Au global, au niveau des masques chirurgicaux, il semblerait que l'on ait à peu près, sauf quelques-uns, je crois que c'est de l'ordre de 17% des pharmaciens qui ont répondu, qui considéraient qu'il n'y avait pas assez de masques chirurgicaux, mais pour 83%, les quantités étaient suffisantes ou supérieures à la demande et à la nécessité. Alors, je mets là-dedans, évidemment, et j'y reviendrai sur les masques région, je mets là-dedans toute provenance de masques. Vous avez dans l'outil Mon Pharmacien, dans cette deuxième partie qui est uniquement pour le pharmacien, premièrement, la réception des masques, et là, vous pouvez parfaitement, il y a un petit pop-up qui s'affiche, et vous pouvez rentrer tous les stocks que vous avez reçus. Je vous invite vraiment à écrire ça pour que le jour venu, on puisse rendre des comptes et qu'ils soient conformes au cumul, parce qu'aujourd'hui, c'est la course à l'échalote, chacun veut faire mieux que l'autre, et demain, c'est nous, pharmaciens, qui serons tenus pour responsables d'une surconsommation ou d'une une mauvaise distribution de ces masques. Donc, vous pouvez rentrer ces stocks il n'y a pas de gestion de stock, on est d'accord? On rentre les stocks, on sait ce qu'on a reçu, mais il n'y a pas de gestion de stock. Et vous êtes vous pouvez mettre un commentaire pour dire que c'est une entreprise, que c'est la région ou que ce sont des masques État qui ont été réceptionnés. Et ensuite, vous avez un tableau où il y a sur la droite une colonne OK, c'est pour valider les demandes qui vous ont été faites. Tant que vous ne cochez pas sur ce bouton vert et que vous n'avez pas renseigné les masques que vous avez effectivement donnés, par exemple le médecin qui demande 18 et 6, vous ne l'avez pas rectifié en 12 et 6, pour que le cumul soit bien à 18, eh bien, cette commande n'est pas validée et que ça reste dans votre tableau et le professionnel ne pourra pas se réinscrire puisqu'il a une commande en cours. Donc, je vous invite vraiment d'être particulièrement vigilant et à chaque fois que vous allez cliquer sur ce bouton vert, un mail parviendra au professionnel de santé et le même mail vous est adressé à vous et qui vous sert soit de justificatif comme quoi vous avez bien remis ces masques, soit de préparation de la commande que vous avez reçue et que vous rangez, vous avez l'habitude par ordre alphabétique ou je ne sais comment. Le problème des masques région. Il est clair que l'on a aujourd'hui une doctrine qui est celle de l'État. Celle de l'État. Que dans cette doctrine, il est bien précisé qu'aucun masque ne peut être donné à d'autres personnes que les ayants droit, c'est-à-dire les médecins, les masseurs kinésithérapeutes, les infirmières, les sages-femmes, les pharmaciens, et puis les travailleurs à domicile, employés à titre direct, soit pour des personnes âgées, soit pour des personnes handicapées.
Un texte de DGS est sorti, signé par le professeur Salomon, qui reprécise que le pharmacien ne peut pas vendre de masques. Donc aujourd'hui, tous les masques en pharmacie sont censés être réquisitionnés. Et ceux qui ne le font pas, je pense qu'un jour, on leur tombera dessus, directement ou indirectement. Donc soyez vigilants. Alors, il semblerait que sur la dotation région, et moi, jusqu'à ce matin encore, je disais que même sur la dotation région, c'était exactement la même règle qui s'appliquerait. Mais il semblerait qu'il y ait enfin une décision en haut lieu qui autoriserait sur prescription de donner des masques dotation région aux patients à raison de 3 masques, comme l'avait signalé Bruno Malel, le président régional de l'ordre. Donc, il semblerait, mais pour l'instant, la doctrine n'est pas sortie. Au moment où je vous parle, rien n'est sorti. Donc, je vous invite à être particulièrement prudent. Et dès que cette doctrine sort et que cette tolérance est acceptée, à ce moment-là, on vous le notifiera très rapidement par mail, peut-être demain, peut-être début de semaine prochaine. Donc, effectivement, ces masques-là pourront être donnés sur prescription. Il est très difficile de choisir qui est-ce qui a droit au masque et qui est-ce qui n'a pas droit. Selon quelles règles? La couleur des yeux, la religion, son appartenance politique. Voilà, moi je n'ai pas de règles et donc, mais pourtant je sais qu'il y a des tas de gens qui en ont besoin, comme chacun et chacune d'entre vous, mais que je ne souhaite pas, je ne propose pas, et en tout cas c'est pas moi qui vais vous dire que vous pouvez le faire, parce que je crois que je vous mettrai en danger et que mon rôle c'est au contraire d'essayer de protéger le mieux possible l'ensemble des pharmaciens qui m'ont fait confiance. Donc, je pense que demain, on aura un retour et dès qu'on l'a, on vous la transmettra. Et en tout cas, ce qui risque de sortir, c'est sur prescription et prescription du médecin et à hauteur de 3. Imaginez-vous bien, 3,5 millions de masques distribués sur la région Île-de-France. Alors, on m'a dit que dans les pharmacies, je ne crois pas. Il y a des pharmacies qui en ont reçu 500, d'autres qui en ont reçu 1000. Il y a 3600 pharmacies en Île-de-France. Donc, les 3,5 millions, ça aurait dû faire 1000 masques par pharmacie. Ce n'est pas ce que j'ai comme retour. Mais 3,5 millions pour une région avec une population de plus de 12 millions, le choix, ce n'est pas à nous, pharmaciens, de le faire. Et que cette cacophonie qui aujourd'hui s'est mise en place est délétère pour l'image de la pharmacie. Voilà un petit peu les sujets que je voulais aborder avec vous. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont arrivées et évidemment que je vais laisser la parole à Aude Chapuis, la directrice de l'URPS, pour nous faire part des questions qui éventuellement auxquelles je n'ai pas encore répondu. On m'entend là? Oui, oui. Vous m'entendez? Oui. On a pas mal de questions sur les aides à domicile. Est-ce qu'elles doivent faire une demande sur Mon Pharmacien et si oui, comment, sachant qu'elles n'ont ni RPPS ni ADELI? Alors, oui, il faut qu'elle fasse une demande sur Mon Pharmacien. Et la zone, il y a une zone que l'on a nommée SIRET, finesse ou numéro de sécurité sociale, mais je rappelle que c'est le numéro de sécurité sociale sans la clé. Donc, c'est les 12 caractères, il me semble, ou 13, je ne sais plus. C'est-à-dire que la clé, on ne peut pas la mettre puisque le numéro SIRET faisait, je crois, de mémoire, 13 chiffres, à moins que je me trompe, 3 et 3, 7, 3, 9, me fait 3, 12 et 2, 14. 14 chiffres, et que le numéro de sécurité sociale fait 12 chiffres plus 2 pour la clé. Donc, il suffit que ces personnes mettent leur numéro de sécurité sociale avec les 12 premiers chiffres sans la clé, évidemment avec leur mail, et ils ont droit à 3 masques par semaine et par personne prise en charge. Donc, s'ils ont 5 personnes, eh ben, ça fera 15 masques. Voilà. Donc, puisqu'il faut changer de masque et ne pas transporter les virus d'une maison à l'autre.
Alors, une autre information, si sur les masques, de la même manière, si ça sort, nous avons obtenu 2 codes CIP, 2 codes ACL que je vous demande de noter. C'est le code 204 18 36 pour le masque chirurgical, 204 18 36 et 204 18 42, 204 18 42 pour le masque FFP2. Mais c'est un code qui correspond à un masque. Donc, si on est amené à dispenser des masques sur prescription, il serait bon que vous puissiez les tracer de cette manière-là et pouvoir répondre, le cas échéant, à cette nécessité de traçabilité sur les masques. Et je n'ai toujours pas perdu espoir sur la commande des masques auprès des répartiteurs. On pourrait utiliser ces mêmes codes. Bien sûr que on a un vrai problème parce que chaque produit, comme vous le savez, arrive avec un nouveau code qui n'est pas d'ailleurs un code ACL, mais qui est un gène code et qui tiendra compte de la couleur, de la contenance et du lieu de fabrication de ces masques. Donc, il faudra qu'on trouve le bon moyen, notamment à travers le tableau Excel que vous pouvez extraire dans Mon Pharmacien suite aux demandes, pour faire une demande spécifique en fonction des besoins des professionnels qui vous auront fait cette demande. Une autre question qui vient relativement souvent, c'est quid notamment des radiologues avec leur manip radio, des secrétaires enfin, tous les professionnels qui travaillent avec d'autres professionnels de santé et qui accueillent les personnes potentiellement malades. À aujourd'hui, nous n'avons toujours pas reçu de doctrine particulière pour ces personnes. À aujourd'hui, nous n'avons toujours pas reçu. Là, on nous a annoncé encore à midi que l'on allait avoir une information sans doute peut-être demain, vendredi, ou courant de la semaine prochaine, et je ne manquerai pas de revenir vers vous. Par contre, si vous en avez, effectivement, que vous puissiez augmenter un petit peu la dotation du médecin, ça me paraît logique. Et surtout, je vous demande de valider ces demandes de façon à pouvoir libérer une future demande. Donc, je vous ai dit, les masques, je crois qu'ils sont arrivés aujourd'hui chez nos partenaires, les répartiteurs, pour la région Île-de-France et pour la région Grand Est, et qu'ils arriveront début de semaine prochaine sur les autres régions. Donc, j'espère que vous allez être rapidement dotés. La dotation se fait encore sur la notion du chiffre d'affaires réalisé par la pharmacie en TVA 2.1, c'est-à-dire toute l'activité qui est une activité directement rattachée aux soins, c'est-à-dire là où on a réellement besoin du pharmacien. Donc, c'est ainsi que la répartition a été faite, contrairement au push qu'il y avait eu au début, où c'était la même quantité pour toutes les pharmacies. D'autres questions, Aude? Oui, sur les centres Covid qui sont à côté des pharmacies, les professionnels de santé viennent chercher des masques en pharmacie, comment ils s'inscrivent? Et pareil pour des médecins retraités, des médecins travaillant à l'INSERM, des médecins travaillant dans les cliniques, voilà, tout ce qui est un peu comme ça, qui s'inscrivent sur Mon Pharmacien et au moment où ils viennent chercher les masques, voilà, comment on gère? Alors, nous sommes dans l'ambulatoire et nous sommes là pour accompagner l'ambulatoire. Les cliniques reçoivent une dotation via les GHT, les groupements hospitaliers de territoire. Donc, ils ont une dotation pour l'exercice des professionnels et notamment des médecins au sein même de la clinique. Maintenant, si le professionnel en question, et notamment le médecin, a un cabinet en ville à côté de chez vous, et ben pour son cabinet, il a le droit au masque. Mais par contre, il n'a pas le droit de prendre des masques parce qu'il travaille à la clinique en face de chez vous, parce qu'ils ont une dotation particulière et qui est souvent d'ailleurs insuffisante. Encore une fois,
il faut mettre un petit peu d'huile dans tout ça. On a une mission qui n'est pas facile que de choisir les personnes à qui on va donner ou pas donner. Concernant les médecins retraités, je vous ai dit, j'ai eu un médecin moi-même, date de naissance 1935, donc évidemment qu'il n'exerçait plus. Eh bien, il a un numéro RPPS, il est inscrit à l'ordre. Et ben, il faut lui donner ses masques, même si on sait qu'on fait une ânerie. Les médecins salariés des maisons de santé ont droit aux masques puisqu'on est bien dans l'ambulatoire et on est en ville. Voilà. Eux, ils n'ont pas de dotation particulière, donc ils sont parfaitement éligibles aux masques. Alors, ils peuvent s'inscrire avec leur numéro finesse et leur numéro RPPS. Il est important d'avoir les deux numéros pour qu'il n'y ait pas des doublons. Même s'il n'y en a qu'un seul, ça marche, mais vaut mieux. Mais on peut donner aussi la quantité totale pour une MSP que vous connaissez à côté de chez vous, qui a 5 médecins. S'il n'y a qu'un seul médecin qui se déplace avec les cartes CPS, si vous ne les connaissez pas et si vous les connaissez une fois pour toutes, il n'y a qu'une seule personne qui se déplace. On n'est pas là pour les faire venir à 25 reprises. Autre question? Les centres Covid? Tu as répondu aux centres Covid? Alors les centres Covid, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet et ils n'ont pas assez de dotation. Normalement, le GHT est censé, l'ARS et le GHT sont censés leur donner une dotation de masques, mais il y a un centre Covid à Rambouillet. Je ne sais pas si vous voyez tous où est Rambouillet, et je ne sais pas si vous voyez où est l'ARS. C'est un petit parcours sympathique. En ce moment, il n'y a pas trop de monde, mais aller de Rambouillet pour aller à l'ARS rue de la Gare à Aubervilliers pour revenir avec une boîte de 50 masques, franchement, les médecins ont autre chose à faire que de faire ce trajet-là. Donc, si vous pouvez les aider, vous les aidez, surtout qu'ils sont souvent des professionnels de santé de vie, de l'ambulatoire, et que donc, voilà, vous voyez comment est-ce que vous pouvez faire. Alors, oui, une autre question sur les masques. Est-ce qu'on peut acheter des masques FFP2 ou AFNOR pour les donner aux professionnels de santé? Alors, AFNOR, je l'ai dit tout à l'heure, très clairement, à aujourd'hui, c'est non. Ce n'est pas un dispositif médical pour l'instant. Et pour l'instant, ça ne fait pas partie des produits que le pharmacien peut dispenser. Ça, la réponse est très claire au moment où je vous parle. Et effectivement, on se bat pour essayer que tout ça, ça rentre dans un cadre. Et de grâce, n'engagez pas votre responsabilité sur un produit dont vous n'êtes pas censé être responsable. Voilà. Vous êtes co-responsable, quel que soit le fournisseur, mais ne soyez pas le seul et unique responsable autour des masques dits alternatifs, sauf si les règles changent, ce que je ne désespère pas, mais après, comment on suit, quelles règles, comment, bon, c'est tout un bazar qu'il faut essayer de mettre en place. On y travaille d'arrache-pied, et voilà pour ça. Alors, il y avait une autre question, une autre partie que j'ai oubliée. Non. Donc, c'était acheter des masques FFP2 et AFNOR pour les donner aux professionnels de santé. Je vous rappelle la règle. Quelle que soit la provenance, pour les masques FFP2 et les masques chirurgicaux, c'est les deux seuls qui sont à visée sanitaire aujourd'hui. Quelle que soit la provenance, par définition, ces masques sont réquisitionnés, sauf si vous obtenez la libération de ces masques-là. Donc, attention à ce que vous achetez. Aujourd'hui, d'abord, c'est à des prix prohibitifs, souvent, malgré ce qui se dit devant certains journalistes. C'est prohibitif. Et puis, aujourd'hui, il y a toujours cet arrêté de réquisition, c'est très clair, et vous vous exposez potentiellement à un risque. Et très franchement, la période du Covid qui nous rassemble tous, la période du Covid qui est en train de faire briller notre profession, la période du Covid qui ouvre des portes sous tout un tas
comment dire, d'actes, d'activités, d'autorisation que l'on n'avait jamais eu à présent. Il ne faut pas qu'on en fasse du clientélisme. Il ne faut pas qu'on essaye d'attirer du monde parce qu'on va leur donner un masque. Et ça, ce n'est pas je ne crois pas que ce soit la bonne règle. Alors, autant j'entends que l'on parle avec le cœur et que l'on dise dans tel cas et dans tel cas, j'ai mal au cœur de ne pas le donner. Oui, oui, 1000 fois oui. Et j'espère que demain, je pourrai vous annoncer une bonne réponse sur cette question qui est posée maintenant depuis plus d'une semaine, notamment autour de la dotation région. Mais de grâce, qu'on ne fasse pas de clientélisme. On gâchera tout le travail qui a été fourni depuis plus d'un mois par tous les pharmaciens de France. Une question sur les tableaux de suivi de masques. Donc, on a dit qu'il fallait plus l'envoyer à la CEPAM et aux grossistes le vendredi puisque l'outil Mon Pharmacien sert de traçabilité. Cependant, quel est le lien entre les grossistes répartiteurs donc, qui livrent les masques et Mon Pharmacien? Alors aujourd'hui, le lien n'est pas le lien. Je vous ai donné les deux codes qu'on pourrait utiliser. Aujourd'hui, on ne peut pas l'utiliser tel quel pour passer des commandes, qu'on soit très clair. Pour passer des commandes, il suffirait, d'ailleurs, pour passer des commandes et de la même manière pour tracer dans vos outils de gestion, il suffit de créer les deux codes que je vous ai donnés et les passer à l'unité. Et bien sûr que pour les commandes vis-à-vis des grossistes, il faudra que l'on soit le plus proche possible quand on passe une commande, enfin par multiple de 50, parce que souvent les masques arrivent par multiple de 50. Mais aujourd'hui, on ne peut pas passer la commande à travers ces deux CIP ou ces deux codes ACL. Aujourd'hui, les masques sont envoyés toujours selon la doctrine centrale du gouvernement, qui est en fonction du chiffre d'affaires de chaque pharmacie, c'est-à-dire que vous êtes rattaché à un répartiteur, le répartiteur numéro 1, qui reçoit une dotation en fonction de tous ces numéros 1, et il y a en plus une péréquation qui est faite entre le chiffre d'affaires TVA de 1 et le nombre de masques que vous allez pouvoir recevoir. Et aujourd'hui, c'est automatique, c'est-à-dire que les produits arrivent chez le répartiteur et c'est eux qui font le dispatch entre toutes les pharmacies. Alors, pour changer une question sur les pharmaciens, c'est bien. Excuse-moi, Aude. L'objectif est bien sûr qu'à travers mon pharmacien, on puisse passer une commande de ce dont on a besoin. Le tableau avant modification de ce qu'on a effectivement donné, le total sur ce tableau CSV, bloc-notes ou Excel si vous utilisez ou OpenOffice, vous permettrait de passer une quantité correspondante le plus proche possible des demandes que vous avez. Alors, pour changer des masques, une question sur les solutions hydroalcooliques. Donc, comme tu l'as expliqué, il y a donc de l'alcool qui a été offert par Tereos et le port par l'URPS pharmacien. La personne voudrait savoir si elle peut vendre les solutions hydroalcooliques fabriquées à partir de cet alcool qui a été offert. Oui, bien sûr que ça a été fait pour ça. Ça a été fait effectivement aussi pour pouvoir dépanner dans la mesure de ce que l'on a pu. Ceci étant dit, Tereos est en capacité de nous fournir de l'alcool, mais cette fois payant si on passe des commandes. Donc ceux et celles qui sont intéressés par ce genre de choses, on peut vous communiquer les coordonnées de Tereos tant que la COPER n'en a plus, sauf à ce que ce soit plus facile à obtenir maintenant. Mais oui, vous pouvez effectivement fabriquer la solution hydroalcoolique selon les normes d'OMS, avoir le bon étiquetage, avoir un mode d'emploi qui est collé dessus, l'étiquetage avec le numéro de l'eau qui est le numéro d'ordonnancier pour les préparations, la date de fabrication, et vous pouvez les vendre avec le prix les arrêtés de prix que l'on a eu par le ministère, avec un coefficient de 1,5, je crois, jusqu'à 100 millilitres et 1,3 au-delà.
Là, j'ai une question sur un peu le nomadisme des médecins ou des labos. Est-ce qu'un médecin qui habite à un endroit dans un département peut se lier à une pharmacie d'un autre département? Et est-ce qu'un labo, par exemple dans l'Oise, peut aller chercher des masques dans le Val d'Oise? Bah, très clairement, alors d'abord, l'Oise, c'est pas l'Île-de-France. Oui, Donc, c'est l'objet de la question, je pense, justement. voilà, on a un petit problème, mais c'est le problème de tous les frontaliers dont je fais partie. Euh, et que effectivement, à un moment, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait dire tes prescriptions, je les accepte et les masques, je te les donne pas. Donc je laisse ça à la sagacité, à l'intelligence de chacun. Alors par contre, à partir du moment où on utilise mon pharmacien et notamment pour l'Île-de-France, le professionnel de santé peut choisir soit une pharmacie qui est à côté de son lieu de travail, soit une pharmacie qui est à côté de son lieu de résidence. Donc, effectivement, on peut passer d'un département à l'autre sans problème. Et le nomadisme, c'est quelque chose qui ne peut pas exister à travers mon pharmacien, puisque dès lors que vous vous êtes inscrit, il y a un contrôle qui est fait sur le numéro RPPS, le numéro ADELI et le numéro FINES. Et où? Autre question? Non? Je crois qu'on a fait le tour. J'en avais une, mais elle m'a échappé. Non, je crois qu'on a fait le. Alors, j'ai une question pour l'utilisation de mon pharmacien. On me dit à quoi correspond la case rose dans les masques. Ben, on a mis une règle qui est 18 pour les chirurgicaux et 6 pour les FFP2. Donc, dès lors qu'on est au-dessus de 18 ou au-dessus de 6, ben, la case est rose pour attirer votre attention. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez donner 18 et 6 parce que dans ces cas-là, la case n'est pas rose, mais c'est pas la bonne valeur puisque c'est 18 au total. Oui, j'ai une autre question qui est revenue plusieurs fois, c'est est-ce que les professionnels de santé sont obligés de s'inscrire sur mon pharmacien quand la pharmacie utilise l'outil? Comment on fait avec un médecin qui n'est pas inscrit sur mon pharmacien pour venir chercher ses masques? Alors oui, on doit tracer les masques et savoir à qui on les a donnés. Donc si un professionnel vient à l'officine et qu'il vous reste des masques, à ce moment-là, vous pouvez faire l'inscription en une petite minute du professionnel avec le lien PS pharmacien qui est la première ligne dans l'accès sécurisé. Donc vous pouvez le faire avec le professionnel, qu'il soit médecin, infirmier ou aide à domicile. Et une fois que vous l'avez créé une seule fois, il pourra refaire avec son mail et le choix de la pharmacie sa commande pour la semaine d'après. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et Philippe, tu n'as pas de questions particulières? Non, j'avais des questions sur le réapprovisionnement avec les grossistes, savoir si ils allaient chercher l'information sur mon pharmacien, mais pour l'instant ça. Et dans quelle limite est-ce que tu avais vision sur comment je vais dire quelles allaient être nos dotations futures? Alors, les dotations futures, de ce que je sais, on va avoir une dotation, et c'est pour ça aussi qu'à la limite, quelque part, le stock tampon de la région peut aussi, on est dans la rareté, on est dans la gestion du plus petit. Donc, il faut effectivement jouer plus à l'écureuil ou à la fourmi qu'à la cigale. Donc, il faut effectivement en prendre soin. Mais donc la dotation, normalement dans la dotation qu'on va avoir peut-être demain ou samedi dans nos officines, des masques chirurgicaux on en aura. Et encore une fois, la semaine dernière, le retour du questionnaire, et merci à tous ceux qui ont répondu, on a eu quasiment 20% des pharmaciens franciliens qui ont répondu et c'est très bien. On avait une dotation suffisante en masques chirurgicaux, mais très, très, très insuffisante en masques FFP2, d'autant qu'aujourd'hui, on demande notamment aussi aux kinés
de retourner dans les maisons de retraite, de faire des soins, c'est des soins de proximité. Il faut absolument avoir des masques FFP2 et que l'on n'en a pas beaucoup et que de toute façon les kinés ont droit à 6 masques en tout, dont 2 FFP2. Donc on voit bien qu'il y a une limite et on est à peine à 25% de la couverture, mais je crois malheureusement que la pénurie va continuer sur les FFP2. Une personne demande si on sait où est-ce qu'on peut commander des thermomètres. Ah oui, une bonne question, ça. Je ne sais pas non plus. J'ai une question pour Monsieur Lecoeur. Si on fait le prêt d'État, est-ce qu'il faut prévoir l'assurance en plus? Pour le prêt garanti par l'État? Oui. Oui, on peut très bien avoir une assurance décès qui peut être prise, une délégation, bien sûr, puisque en réalité, c'est bien la banque, c'est bien l'organisme bancaire qui va faire le prêt. L'État n'amène uniquement que sa garantie. Et normalement, dans ce prêt, il n'y a pas de garantie complémentaire demandée par le pharmacien. L'État garantit 70% du montant du prêt, mais c'est bien la banque, c'est bien votre banque qui va vous prêter les sommes. Et donc, à ce titre, vous pouvez très bien souscrire une assurance décès sur ce prêt, soit par un assureur extérieur, ou soit la banque peut être à même de vous proposer l'assurance du prêt. Oui, tout à fait. Eh bien, mes amis, voilà, je crois qu'on est à peu près dans les temps. Vous avez promis 9h30, il est 9h29, donc on est dans les temps, c'est pas mal. Pour une fois, je tiens l'horloge. Merci à Philippe, merci à Aude, merci à chacun et chacune d'entre vous d'avoir participé à ce webinaire. Si vous pensez qu'il est bon qu'une fois de temps en temps, peut-être dans 15 jours, qu'on recommence l'exercice avec des thèmes les mêmes ou d'autres thèmes en fonction de l'évolution, évidemment que vous nous le faites savoir et ce sera avec un grand plaisir qu'on réorganisera ce webinaire. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, peut-être bon appétit pour ceux et celles qui n'ont pas encore dîné, et vous dire encore une fois un grand bravo à tous les professionnels que vous êtes. Vraiment, vraiment, c'est merveilleux de travailler dans ces conditions-là. Allez, une très bonne soirée à chacun et chacune. Au revoir. Merci Joël. Merci de votre intervention. Merci Renaud, à bientôt. Au revoir. À bientôt.